Voilà, bonjour. Bonjour aux quelques personnes qui sont en ligne, et évidemment à toutes les personnes qui sont présentes ici. Donc, on a la dernière conférence de ce cycle de 3 conférences qui est consacrée au numérique, la santé et l'environnement. Et donc, on trouvait que c'était bien de finir le cycle avec la déconnexion, quelque chose comme ça. Alors, on va aller chercher assez loin, mais l'idée, c'est qu'on puisse parler un peu de l'après-technologie. On a essayé d'aborder pas mal les questions de technologie, d'impact des technologies médicales sur la santé, etc. Et sur l'environnement surtout. Et puis aujourd'hui, on va avoir 2 conférences. La première, on va parler d'un domaine très spécifique, mais une question probablement qui nous, en tout cas quand on a des enfants, nous questionne beaucoup, c'est la question des écrans chez les enfants et plus précisément chez les prématurés. Et puis pour en parler, on a Chiara Deverani qui est avec nous, qui est psychologue, spécialiste du développement, du neurodéveloppement d'enfants, c'est pour ça que je le dis, et qui vient exprès de Genève pour nous parler de ça. Donc, j'ai un grand plaisir de l'accueillir. Et après, on aura une deuxième conférence de Julien Brunier, qui est en France, de l'École des hautes études en santé publique, et qui nous parlera en gros de low-tech. On ira un peu plus dans le détail avec lui après. Comme d'habitude, on va avoir à peu près 20 minutes de présentation à chaque fois, puis 20 minutes de discussion à la fin des 2 présentations. Alors, merci beaucoup, Chiara. Et merci beaucoup, bonjour à toutes et à tous. Merci pour cette présentation et pour l'invitation à ce cycle de conférences. Donc, je travaille comme psychologue au Centre du développement aux HUG et je fais de la recherche aussi à la faculté de psychologie de l'Université de Genève. Et je remercie la doctoresse Biclet qui m'a invitée pour vous parler déjà des effets des écrans chez les enfants tout venant. Et vers la fin, je vais vous parler aussi de nos recherches avec une population qui est spécifique, une population à risque qui est celle des enfants prématurés. Donc, c'est pas une nouveauté, mais je commence par ça. Les écrans sont de plus en plus présents dans notre environnement. Et ici, j'aimerais vous montrer quelques données qui sont par rapport à la Suisse et assez récents, récoltées par mes collègues à Genève. Donc en Suisse, les familles possèdent 7 écrans par foyer en moyenne et les parents nous disent que le premier contact visuel avec un écran se fait à 9 mois de vie et les parents placent les enfants de façon intentionnelle devant un écran à 17 mois en moyenne. À 2 ans en Suisse, les enfants regardent environ 1 heure d'écran par jour. À 3 ans et demi, ça augmente à 1h20 et on arrive à 1h30 environ à 5 ans et demi. Et nous avons aussi trouvé dans notre cohorte qu'il y a une corrélation très forte entre le temps d'écran des parents et le temps d'exposition aux écrans des enfants et aussi le lien avec le statut socio-économique. Et ici, je vous ai mis des données qui reprennent un peu les mêmes choses, mais par rapport à la France. Donc, si on parle de l'impact des écrans pour la santé physique, vous savez sûrement très bien que les écrans impactent le sommeil, surtout si on regarde les écrans les soirs. Ça impacte la qualité du sommeil et surtout, on a moins de sommeil paradoxal. Ça augmente la latence d'endormissement et ça diminue le nombre d'heures totales de repos par jour. Ça, c'est vrai plus pour les adolescents que pour les petits. Mais dans cette revue de Lee en 2020, ils ont montré que même chez les plus petits de 10 ans, il y avait déjà cette tendance à utiliser aux États-Unis les écrans avant l'endormissement et que cela avait un impact sur les heures totales de sommeil avec toutes les conséquences annexes, bien évidemment. Et une chose qui est en lien avec le temps du sommeil est aussi les problèmes d'obésité et le surpoids. Et c'est très clair dans la littérature qu'il y a un lien de causalité entre exposition aux écrans et surpoids chez les adultes et chez les enfants. Donc, ce lien entre l'indice de masse corporelle et les temps d'utilisation des écrans. Et ce que je trouve intéressant de rappeler aussi, c'est que pour les petits, même les petits qui ne savent pas encore lire, il y a des études qui ont montré le lien entre la publicité, l'impact de la publicité sur les choix alimentaires des tout petits. Donc, c'est pas que les adultes, mais déjà les enfants plus petits ont déjà cette capacité à reconnaître des logos de la nourriture
très sucrées et grasses. Et ça va impacter leur choix alimentaire. Donc, le plus ils sont exposés à ça, le plus ça va impacter aussi leur qualité de la nourriture. Par rapport à la santé mentale, il y a énormément de choses à dire. En 20 minutes, je ne pouvais pas tout explorer. Donc, j'ai décidé déjà de me concentrer sur les petits, les bébés et les enfants en âge préscolaire et scolaire. Déjà parce que c'est mon domaine d'expertise, je ne travaille pas avec les plus grands et aussi parce que sinon, ça n'aurait été pas suffisant le temps. J'ai choisi 3 points qui sont pour moi intéressants. Le premier, c'est le fait d'utiliser les écrans pour réguler les émotions chez les petits. Nous avons tous fait ça. Si on a des parents, le moment de la crise de l'enfant, c'est facile de donner un écran et puis ça marche. C'est vraiment magique, ça calme tout de suite. De faire ça de temps en temps, c'est pas grave, mais si on utilise cette stratégie de façon systématique, il y a vraiment un impact au niveau du développement des compétences de régulation émotionnelle chez l'enfant, parce qu'au final, il va perdre des opportunités d'apprendre à comment on peut réguler nos émotions dans des moments de colère, de crise et de frustration. Ensuite, il y a beaucoup d'études qui montrent l'impact de l'exposition aux écrans sur la santé mentale en général ou les problèmes de comportement. Je cite là une étude qui est intéressante parce qu'elle est longitudinale et qui montre que le temps passé devant les écrans à 2 ans était corrélé avec des difficultés sociales à 13 ans. Donc vraiment dans le long terme, les enfants ou les adolescents avaient plus d'isolement, d'agressivité et des comportements antisociaux. Et pour finir, la chose qui est probablement la plus logique, donc c'est le contenu qu'on montre à nos enfants. Si on montre des contenus violents avant l'âge de 3 ans, mais même après évidemment, mais là il y a eu un lien entre des troubles du comportement externalisés à l'âge scolaire, donc à nouveau beaucoup plus tard. Ensuite, il y a toute la thématique du langage et des apprentissages. Il y a beaucoup de programmes maintenant pour apprendre le vocabulaire, le langage aux enfants, une nouvelle langue, etc. Et pas mal d'études se sont intéressées à cette question. Est-ce que vraiment c'est bénéfique? Est-ce que vraiment ça fonctionne? Il n'y a pas de consensus et je pense que ça dépend aussi beaucoup de l'âge de l'enfant. Si on parle des plus petits, les dernières études montrent qu'au final, c'est pas si utile parce que déjà, l'enfant, il est posé devant un écran et puis il n'y a pas de communication, c'est pas une interaction, il est totalement passif. Et surtout, avant l'âge de 3 ans, les apprentissages par écran ne sont pas efficaces comme les apprentissages dans la vraie vie et il n'y a pas de transfert. Donc un enfant, ce qu'il apprend devant un écran, il ne va pas faire le lien avec sa vraie vie. Il y a une étude très simple qui a montré ça très très bien avec des enfants de 3 ans il y avait un groupe d'enfants qui a appris à faire un puzzle de 3 pièces avec l'écran. Donc il y avait un adulte à l'écran qui montrait ça. Et l'autre groupe faisait exactement la même chose, mais l'adulte était dans la pièce avec eux. Au final, les 2 groupes ont appris à faire ce puzzle, sauf que les enfants du groupe écran avaient eu besoin de revoir l'explication beaucoup plus de fois par rapport aux enfants qui avaient la possibilité déjà de manipuler les pièces pendant le moment d'apprentissage et qui étaient avec la personne dans la pièce. Donc, ça peut avoir des effets bénéfiques, mais quel est le coût en fait? En plus, voilà, il y a tous ces entraînements et c'est vrai que par rapport aux enfants un peu plus grands, il y a des trainings qui ont l'air de marcher par rapport à la dyslexie, par exemple. Il y a des programmes qui effectivement marchent pour augmenter les capacités langagières. Mais ce qui est aussi très clair dans la littérature, c'est que la plupart de ces programmes marchent s'il y a un adulte qui est à côté et qui guide et aide l'enfant à donner du sens, à généraliser dans la vraie vie tout ce qu'il apprend par les écrans.
Et ensuite, le dernier domaine, c'est celui de l'attention qui nous inquiète beaucoup en tant que professionnels qui travaillent avec les enfants. L'attention, pour moi, est la base du développement pour développer les autres fonctions cognitives. Si un bébé ou un petit enfant, il n'arrive pas à rester quelques minutes concentré sur son activité, il va pas pouvoir apprendre. Et donc, les conséquences vont être en cascade. Il y a énormément d'études qui font le lien à nouveau entre durée d'exposition aux écrans et le développement des problèmes attentionnels, surtout en âge scolaire. Je souligne quand même que c'est surtout des études de corrélation, donc il n'y a pas vraiment d'études qui ont montré une causalité directe. Donc, il faut interpréter les résultats avec les pincettes, mais par exemple, si on trouve des problèmes d'attention à 7 ans, on peut aussi se dire que ces enfants-là, probablement déjà, quand ils étaient plus petits, avaient déjà des faiblesses attentionnelles que cliniquement n'étaient pas détectables encore, parce que les enfants sont trop petits. Et probablement, ils étaient davantage exposés aux écrans, soit parce qu'ils étaient plus difficiles à gérer par les parents, ou alors parce qu'avec cette fragilité attentionnelle, ils étaient plus happés par les écrans, par quelque chose qui bouge, qui est lumineux, qui fait du bruit. Et donc, ils étaient moins concentrés sur leur apprentissage et leur activité. Donc, pas de causalité, mais clairement un cercle vicieux qui n'est pas bénéfique pour l'attention. Et de plus en plus, on commence à faire attention aussi au problème de la télé en bruit de fond. Il y a des familles qui ont constamment la télé qui est allumée dans la pièce où il y a l'enfant qui joue. Et puis, les parents, souvent, ils nous disent oui, la télé est allumée, mais l'enfant, ça ne l'intéresse pas et il ne le regarde pas. Et puis, en fait, maintenant, les recherches scientifiques montrent que même si l'enfant, il n'est pas devant la télé, il y a quand même une interférence constante avec ses activités, son focus attentionnel, et ça a un impact à nouveau sur ses capacités d'attention plus tard. Donc, on commence aussi à faire de la prévention par rapport à ça. Donc, après vous avoir donné tous ces éléments, la question qui se pose, c'est quel est finalement vraiment le problème avec ces écrans? Parce qu'on peut se dire, si je choisis bien le contenu que je montre à mon enfant, au final, quel est le problème? Et si je suis à côté? Si on pense aux besoins essentiels pour le développement de l'enfant, j'en ai mis là les deux principaux pour moi. C'est un, le lien et la sécurité émotionnelle, et l'autre, c'est les opportunités d'apprentissage. Et dans les deux cas, les écrans vont entraver un peu ces deux besoins primaires. Pour la sécurité émotionnelle, je vais vous parler de la technoférence parentale. Et pour les opportunités d'apprentissage, il y a cette théorie du déplacement qui vient des années 80 avec la télévision, mais qui est maintenant d'autant plus actuelle. Et je vais vous en dire quelques mots. Donc, qu'est-ce que c'est la technoférence? C'est l'interruption dans les échanges dyadiques entre le parent et son enfant provoquée par l'utilisation des outils digitaux. Je vous ai mis là l'exemple d'une maman avec un bébé en train d'allaiter. C'est un moment privilégié parce que le bébé, il reçoit plein d'informations sensorielles qui sont totalement synchrones et qui l'aident à donner du sens à ce moment. Il est contenu dans les bras de la maman le regarde, il lui parle, il y a le toucher, il y a l'odeur, il y a le goût du lait. Donc, il y a plein de sensations qui sont toutes cohérentes. Admettons que maintenant, cette maman commence à regarder son écran, chose qu'on a toutes fait, donc moi en première, mais il y a dans ce moment-là quelque chose qui se casse au niveau de ce lien, parce que la maman, elle va plus être disponible pour le bébé, il y a plus ces échanges de regards, elle va plus vocaliser avec lui, l'expression faciale va changer. Elle va plus être cohérente avec ce que le bébé est en train de vivre, et donc ça amène un peu une pauvreté dans les échanges. C'est un exemple avec des tout petits bébés, évidemment, avec des plus grands, c'est facile d'imaginer combien de fois dans nos interactions avec les enfants, on va vite regarder une notification et puis on coupe, même si c'est juste pour quelques secondes, l'interaction avec les enfants. Donc, les études qui ont regardé ça ont montré que les parents qui disaient d'avoir beaucoup cette technoférence dans leur lien, dans leur relation avec leurs enfants, se sentaient moins connectés aux enfants et aussi trouvaient qu'ils avaient des moins bonnes compétences parentales par rapport aux autres parents qui n'utilisaient pas les écrans avec les enfants.
Et du côté des enfants, il y a plus des comportements d'agitation, des crises de colère, frustration. Il y a un retard de langage possible chez les moins de 3 ans. Et des études ont aussi trouvé des liens avec des troubles de la concentration et de la régulation émotionnelle à l'âge scolaire. Et puis là, je vous parle de cette théorie du déplacement. Donc, je vous ai dit, l'autre besoin principal d'un enfant pour bien se développer, c'est des opportunités d'apprentissage. C'est l'opportunité de courir, de manipuler, d'explorer, de mettre des choses à la bouche si c'est un bébé, d'interagir avec les autres. Et au final, le temps passé devant un écran, même si c'est avec du contenu qui est approprié, c'est pas tellement ça le problème. Le problème, c'est que ça enlève du temps à toutes ces activités qui sont bénéfiques pour le développement de l'enfant. Donc évidemment, si c'est quelques minutes par jour, c'est pas grave, mais si c'est des heures et des heures par jour, ça peut avoir vraiment un impact négatif. Donc les écrans, dans ces cas-là, vont remplacer le jeu libre, les interactions sociales qui vont permettre aux enfants d'apprendre d'améliorer leurs compétences sociales, l'exploration physique et sensorielle, les apprentissages comme la lecture et dans les cas plus extrêmes ou avec les adolescents, le sommeil. Donc maintenant, dans cette dernière partie, je vais vous parler de nos études qu'on mène à l'Université de Genève et aux HUG, où on a décidé de se focaliser sur cette population qui est particulièrement fragile, c'est la population des enfants prématurés. Là, je vous présente les résultats pour les bébés de 6 mois et de 12 mois. Nous sommes actuellement en train de collecter les données pour les enfants de 2 ans et de 3 ans et demi, mais nous n'avons pas encore les résultats. Donc, pourquoi la prématurité? Parce que on sait très bien que c'est un facteur de risque pour développer des retards dans tous les domaines que je vous ai mentionnés avant et qui sont à risque aussi dans le cas d'une exposition importante aux écrans, comme le langage, les compétences cognitives, l'attention, les compétences émotionnelles et aussi la motricité. Donc, on s'est demandé quel était l'impact de l'exposition aux écrans sur le développement de ces enfants qui sont déjà de base un peu plus fragiles à ces niveaux-là. Donc, nous avons inclus 49 enfants qui sont nés grand préma, donc à moins de 32 semaines de gestation. Nous avons demandé aux parents de remplir un questionnaire très détaillé sur l'utilisation des écrans par la famille et aussi l'exposition de l'enfant prématuré aux écrans. Ensuite, nous avons évalué le développement avec les échelles de Bayley. Donc, on a évalué le développement cognitif, langagier et moteur. Et nous avons demandé aux parents de passer un temps de 5-10 minutes à jouer librement avec l'enfant de façon la plus spontanée possible en sachant qu'ils étaient filmés. Donc, évidemment, il y a un biais. Mais ensuite, nous avons filmé cette interaction et mes collègues ont analysé la qualité de l'interaction selon cette échelle de Care Index pour évaluer la qualité de l'interaction. Ce que nous avons trouvé, c'est que à 6 mois, nos bébés, dans notre échantillon, il y avait 30% de bébés, qui étaient déjà directement exposés aux écrans, chose inattendue qui nous a fait tomber de nos chaises, avec une moyenne de 3 heures par semaine. Et nous avons comparé nos bébés exposés avec les bébés non exposés aux écrans et nous avons trouvé une différence significative dans les scores de langage de la Bayley, avec évidemment des moins bonnes compétences langagières pour les bébés qui étaient exposés aux écrans. Ensuite, par rapport à cette vidéo et cette analyse des interactions de la DIAD, nous avons trouvé que les parents avec des moins bons scores de sensibilité, donc de cette capacité à répondre aux besoins du bébé, c'était les parents qui mettaient le plus souvent les enfants devant les écrans, mettaient plus souvent la télé en bruit de fond dans la pièce et utilisaient les écrans pendant les repas. Par rapport à nos enfants à 12 mois, le 40% d'enfants étaient directement exposés aux écrans avec une moyenne de 4 heures par semaine. Nous avons trouvé une corrélation négative entre l'exposition aux écrans et le score cognitif de la Bayley. Donc, le plus un enfant était exposé
aux écrans, le moins bon était son score cognitif. Et la même chose par rapport au score de langage. Et ces résultats sont restés significatifs, même si on contrôlait pour l'âge gestationnel et pour le niveau socio-économique. Ensuite, pour les enfants de 12 mois, nous avons aussi utilisé des tâches expérimentales que vous voyez ici en bas, qui visaient à évaluer le comportement prosocial, l'attention conjointe, l'exploration multisensorielle et la reconnaissance des émotions. Le seul résultat significatif que nous avons trouvé, c'est que le plus les enfants étaient exposés aux écrans, le moins avaient des stratégies pour manipuler les jouets qu'on proposait. C'est les jouets que vous voyez ici dans les photos. Donc, ils utilisaient moins de stratégies. Et à nouveau, les résultats restent significatifs si on contrôle pour l'âge gestationnel et le niveau socio-économique. Donc, comment on peut interpréter tout ça? Je vous ai parlé avant de cette technoférence parentale et de cette théorie du déplacement, et on pense que cette influence sur l'interaction entre parents et enfants pourrait être expliquée par cette technoférence parentale, et par rapport au fait qu'ils ont des moins bonnes compétences d'exploration et des moins bonnes compétences cognitives et langagières. On peut se dire que c'est cette théorie du déplacement qui pourrait expliquer le fait qu'ils ont eu moins d'expérience et moins de possibilités d'apprendre. Donc, au final, quelles sont les propositions qu'on fait aux parents après avoir pris conscience de tout ça? Déjà, c'est que la prévention doit être encore plus précoce, parce que déjà à 6 mois, les bébés sont exposés. Donc déjà dans les cours de préparation à la naissance ou en néonatologie, en maternité, il faudrait déjà commencer vraiment à parler de ça. Et aussi à proposer des activités, parce que ça arrive quand même régulièrement que les parents, surtout des nouveaux parents, nous disent « mais avec mon bébé de 6 mois ou de 3 mois, je ne sais pas trop qu'est-ce que je peux faire avec lui ». Donc il y a vraiment un peu un côté éducatif qu'on peut faire en tant que professionnel de la santé. Et puis, je finis juste avec les recommandations. Donc, c'est repris de l'OMS. Hein. Limiter au maximum les écrans avant 2 ans. Faire attention pas seulement au contenu, mais aussi au contexte, parce que j'en ai pas parlé, mais les écrans pendant les repas, ils ont un effet encore plus délétère. Le repas, c'est le moment vraiment privilégié pour échanger en famille, pour le langage, c'est très important. Éviter les écrans le matin avant d'aller à l'école, parce que ça impacte encore plus les capacités attentionnelles. Éviter de laisser l'enfant, le tout petit enfant, devant l'écran tout seul. Évidemment, choisir bien le contenu et puis surtout faire attention à nos propres comportements devant les écrans, parce que les enfants apprennent par imitation, et donc c'est ça aussi qui a vraiment un vrai impact, même si on n'y pense pas forcément. Voilà, je remercie vous tous pour l'écoute, et puis mes collègues, la doctoresse Cristina Boradori-Tolsa et Lara Lordier, qui ont activement participé à l'étude, et les parents, les enfants qui ont participé. Merci beaucoup.